Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct de l'UFA avec JQQ, JWQ, JQ Square aka Chaz. Et si moi c'est W, aujourd'hui on a quelqu'un qui est WU. Salut, salut. Invité très spécial depuis Lyon. Ouais, c'est ça. Et la dose. La dose à Lyon, ça représente. Alors, j'ai fait exprès de ne pas donner de titre ou d'activité parce qu'on va revenir là-dessus, sur le parcours que tu as pu avoir, parce qu'il est assez exceptionnel quand même. Ouais, si on veut. si vous le dites, je prends avec plaisir. je prends ça avec plaisir. Parce que, en vrai, quand tu rentres dans la dose, c'est vraiment, tu rentres par le bas. Au début, Ouais, tu viens ouais, juste carrément, aider c'est parce ça. que tu aimes le jeu vidéo. À la base, ouais, je viens juste en tant que joueur. Enfin, l'histoire de base n'a aucun sens en fait. Ah. Ouais, de base, je jouais un petit peu au jeu de combat et je dosais dans un manga café. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je jouais beaucoup à Soul Calibur. Mhm. Et en fait, quand ce manga café a fermé, j'ai cherché un endroit de repli pour pouvoir jouer quelque part. Mhm. Et du coup, je tape tout bêtement tournoi Soul Calibur à Lyon. Et là, je tombe sur le site web de la Dose qui organise des rankings tous les mois. Et il s'avère qu'on n'a jamais fait de tournoi Soul Calibur. Ah oui, mais c'est... Mais attends, Donc, comment ça se fait qu'ils aient eu ça en SEO? En fait, on avait un référencement en fait où quand tu t'inscrivais, tu pouvais mettre tes jeux préférés. Il y avait même Mario Kart et tout. C'était juste l'histoire d'être bien référencé, tu vois. Et du coup, je trouve ça complètement au pif. cheaté quand même. C'est belle histoire, tu vois. c'est de la triche un Cheaté peu. quand même. Ah, on triche un petit peu. Ah ben ça c'était bien joué, ok. Donc ils t'ont attiré avec quelque chose que tu n'as pas eu. Et ensuite... C'est un peu ça. Après, je jouais un petit peu à Street 4 aussi, mais Ouais. ouais. Et tu rentres, tu commences juste, tu viens en tant que Ouais, en tant que joueur, participant. ouais, c'est ça. Et après tu te dis, comment tu te dis, je vais rentrer dans l'assaut, comment ça se passe Et ben ouais, petit à petit, du coup, les rankings se passent. On aide un petit peu pour les rangements en fin de ranking. Là vraiment officieusement quoi, je file un coup de main. C'est ça. Ouais, c'était ça. Juste pour la bonne ambiance. Des fois, le soir, on allait boire un petit verre ensemble, tranquille. Et je crois que c'était vers la fin de Street 4, un petit peu avant, peut-être quand Ultra est sorti, tu vois. J'organise une session chez moi, donc avec une dizaine de joueurs, des mecs de l'assaut, hein, évidemment. Et du coup, à cette session, Flo, il me vient me voir, il me dit, on a vu que tu t'impliquais un peu, et est-ce que ça te brancherait de rejoindre le staff Et je dis, ouais, vas-y. Yeah. Et du coup, voilà, l'histoire commence un petit peu comme ça. Ouais. Et ça fait quelque chose quand même d'avoir le t-shirt maintenant staff là, parce que c'est un gros... Pour l'instant, il n'y a pas le mix-up. Non, à cette époque-là, le mix-up n'existait pas. C'était les ESC, ESB. Alors à l'époque, on avait, en fait, on organisait 8 rankings, je crois, 8 rankings par an. Et en fait, un mois sur 3, en fonction des saisons, en fait, on avait un LSB, le Lion Street Battle. Et du coup, ce LSB, en fait, c'était un tournoi principalement sur Street 4 et un jeu arcade, il me semble. Et donc, en fait, c'est un tournoi un petit peu plus gros avec des joueurs qui venaient d'un peu partout en France, pas que des Lyonnais. Et du coup, c'était un petit peu plus cher. Mais il y avait un petit peu de cash prize. Ça, c'était pourtant dans les débuts de la dose, il y avait déjà des internationaux. Non, pas encore. En fait, peut-être pas les 2 premières années. En fait, c'est qu'à partir de 2014 où on fait notre premier gros tournoi à terre, donc le Street Grand Battle. Ouais. La première édition du coup qui a lieu à Game Spirit. Et du coup, on fait un tournoi avec 96 places à peu près qui sont remplies assez vite. Et du coup, on avait quelques joueurs inter, dont Ryan Hart par exemple. Et du coup, ça, c'était vraiment notre premier gros tournoi qu'on organisait nous. Du coup, il y avait tous les top FR qui étaient venus, il y avait quelques joueurs internationaux. Et vraiment, c'était tournoi à guichet fermé. En fait, si tu n'étais pas staff joueur, tu pouvais pas rentrer parce qu'on n'avait pas la place en fait d'avoir plus de gens. Oh waouh. Donc ouais, c'était vraiment, on était vraiment compactés Pour dans le le truc. premier event, le premier gros event, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, bien ouais, reçu, ça, quoi. Du coup, ça nous a bien motivé en fait pour celui d'après. Et ouais, non, c'était vraiment. Mais déjà, les vraiment très premiers cool, que tu disais, les Lyon Street Battle, Ouais. t'avais des gens, en fait, c'est surtout des gens de toutes les villes de France qui venaient déjà. Ouais, t'avais beaucoup de Lyonnais qui venaient et après ouais, t'avais quelques joueurs des fois qui faisaient le déplacement parce qu'il y avait un petit peu de cash prize à gagner et du coup le niveau était plus relevé, il y avait quelques top players. Du coup sur les dernières éditions, ça nous arrivait d'avoir Luffy qui venait, Tupac, ce genre de joueurs. Et à ce moment-là, toi, t'étais à quel niveau dans la structure? En tant que joueur ou en tant que membre de la dose? Moi j'étais juste staff, j'aidais un petit peu à l'install, la désinstall. J'étais pas trop dans le cercle, ça c'est venu quelques mois après. Mais ouais, à l'époque du premier LSB SGB, ouais, j'étais vraiment juste staff bénévole. C'était des bras en fait. Non mais c'est bien. Mais il en faut. Non seulement il en faut, et c'est bien en fait d'avoir toute cette expertise là, parce qu'après
on va fast forward, on va dire. On arrive à toi qui gère maintenant le plus gros event de la dose. Ouais, c'est ça, le mix-up. Le mix-up, ouais. Et là, il faut avoir toutes les connaissances sur toutes les composantes, quoi. Ouais, savoir c'est bien d'avoir tout fait un petit peu comme ça, tu sais à peu près de quoi les gens ont besoin. Ouais. Et du coup, tu peux pallier à ces besoins plus facilement. T'es pas obligé de poser la question à chaque fois qu'il y a un truc. Donc il y a des acquis en fait qui sont faits avec les années de travail derrière. Comment ça se passe niveau préparation, pendant l'événement et toutes ces choses-là dans le concret pour le dur, pour quelqu'un qui par exemple a envie de suivre le même parcours, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut être que joueur, et il faut aussi qu'il y ait des organisateurs pour qu'on puisse avoir du jeu, quoi, jouer. Ouais, bah c'est sûr. Et souvent c'est des postes, on n'a pas trop d'infos là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut être qu'en interne et avoir fait ça, rouler sa bosse pour savoir comment ça se passe vraiment. Ouais, je sais pas s'il faut vraiment rouler sa bosse. Après, c'est bien de se rapprocher en fait des assos locales. Dans quasiment toutes les villes de France, en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a, dans toutes les grandes villes, tu as des assos de versus fighting. Ouais. Toutes les villes doivent avoir des assos de Smash. Après, dans pas mal de villes, tu as des assos qui font des jeux un peu plus tradis comme nous on a l'habitude, tu vois. Et en fait, c'est bien de se rapprocher de ces assos-là, devenir bénévole un petit peu, les aider. Au début, ça va être beaucoup de la manutention. Après, ça va être du bracket runner. Après, pourquoi pas de l'organisation de tournois. Et après, surtout, il faut voir si ça te plaît, parce que tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça comme ça si le truc ne te plaît pas. En général, tu vas le voir assez vite, tu vois. Si tu préfères faire un tournoi en tant que joueur ou faire un tournoi en tant qu'orga, tu vois. Ouais, tu le vis pas de la même manière. Ouais, c'est ça n'a rien à voir. Ça gâche un peu le goût du jeu ou pas? À force d'être dans cet environnement, mais en étant dans le travail, est-ce qu'il y a une association malsaine qui se fait où tu dis bon, c'est le boulot en fait, quoi? Je sais pas, je pense pas, en tout cas pas pour moi, parce que ça reste encore un plaisir, tu vois, j'en vis pas, il n'y a pas de vocation professionnelle derrière pour le moment. Donc non, vraiment, ça fait plaisir de staffer pour organiser quelque chose et faire plaisir à la commu, parce que c'est avant tout pour ça qu'on le fait. Et après, il y a des events, du coup, on va, ça fait plaisir aussi de mettre les pieds sur la table, et juste tu viens, tu doses, tu parles avec les potes, et en fait, c'est un vrai plaisir en fait, de vivre ça des deux côtés, en fait, en tant qu'orga et en tant que joueur. Et qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant? Je sais pas, ça va dépendre des jeux un petit peu, mais l'orga, ça me plaît pas mal. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien faire des deux, vraiment. C'est quoi les zones d'intervention au niveau de l'orga? Parce que bon, il y a bien sûr le pendant, mais avant, tu dois aussi faire la partie recherche de sponsors, ou tu es surtout chef d'orchestre. C'est qu'il y a chaque équipe qui fait toutes ces choses-là. Il y a un petit peu de tout. Après, ça dépend vraiment de l'échelle aussi de ton tournoi, en fait, parce qu'il y a des tournois qui sont plus à la bonne franquette, où là, t'as pas vraiment besoin de sponsors, t'as pas besoin de chercher une salle spécialement. Et après, tu vas avoir des gros majors, style mix-up, où là, il va y avoir beaucoup de travail en amont, avec une équipe assez réduite, parce que ça reste quand même un tournoi associatif, en fait, malgré l'envergure qu'on a donnée à cet événement. Et après, tu vas avoir les super majors un petit peu comme l'UEFA qui ont un standing d'invitational dans un tournoi open. Et là, vraiment, si t'as pas une équipe d'une quinzaine de personnes qui sont présentes quasiment à l'année, c'est vraiment compliqué, je pense, de sortir un événement comme ça. Parfois, tu te sens limité par l'aspect associatif parce que y a moins de pépettes qui rentrent, c'est un peu plus difficile souvent peut-être de la partie motivation des équipes, non? Ouais, peut-être un petit peu. Ça a l'air d'être un gros sujet quand même. Oui. En fait, c'est quand tu es en asso et que tu veux organiser un événement qui, normalement, sur le papier, quand tu vois ça, tu te dis pas c'est un truc associatif, tu vois, tu te dis c'est quelque chose de pro. C'est vrai que la question de l'argent, en fait, c'est surtout c'est un petit peu de l'insécurité. Parce que il y a des événements, en fait, on repose essentiellement un petit peu sur la fréquentation des joueurs. Après, il y a les sponsors, il y a les ligues et tout qui donnent un petit peu d'argent. Mais c'est vraiment, en fait, tant que t'as pas passé ton gap d'inscrits pour te dire c'est bon, là je paye ma salle, tu sais pas trop si après on a de l'XP, on sait qu'on va avoir une fanbase qui va revenir d'année en année. Mais tant que t'as pas rentré par exemple 450 joueurs, tu vas te dire en fait c'est pas je vais perdre de l'argent, c'est est-ce que l'asso elle va être dans un stade critique et on va faire c'est à ce point là. En fait c'est des locations de salles, ce genre de choses, en fait c'est des trucs qui coûtent très cher. Et il y a une asso, elle peut pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'assos en fait qui puissent sortir au moment où tu lances l'orga, tu peux pas avoir genre 20 000 euros de trésor dans tes caisses. Il faut avancer cet argent. C'est ça. Pas forcément tout le temps, il y a des salles, elles te demandent juste un petit acompte et après tu les payes la semaine d'avant et à ce moment-là en général t'as largement assez d'inscrits pour payer ça. Mais c'est vrai que en fait, quand tu lances un tournoi comme ça et que t'as pas la trésor derrière pour l'assurer
en cas de bid, c'est vrai que c'est un petit jeu dangereux en fait. Mais... Ça, par exemple, la salle, ça représente combien de pourcents du budget d'un événement alors 50%. 60, non peut-être. Non, après ça va dépendre de la salle. Nous pour le mix-up, c'est ouais, je pense que c'est juste la location de salle, c'est un petit peu moins de 50% du budget, ouais. Mais c'est vrai que ça, en fait, plus t'as des salles, plus t'as un beau standing, si t'es proche du centre-ville, ce genre de choses. La déco, tous ces trucs, en fait, le prix il explose très rapidement. En fait. Est-ce que les partenaires publics apportent quelque chose quand même? Je sais pas, la mairie, la ville, des choses comme ça. Pas pour l'instant. C'est assez difficile. Nous, à notre encore, échelle, non, on n'a jamais pu. On a essayé de se rapprocher un petit peu de la région. Ils nous ont gentiment envoyé balader. Ce qui donnait déjà en fait à une autre asso sur Lyon qui fait des events e-sport. Voilà, c'est la FFGC qui arrive en retard ou qui est mise sur le bas-côté ou c'est l'e-sport en général? Peut-être, ouais. Peut-être nous on arrive un petit peu en retard parce qu'on n'a pas vocation à ça, parce que ça reste un truc de passionné. Yeah. Donc on veut pas trop aller chercher de l'argent public pour faire ce genre de choses. On a essayé, peut-être qu'il faudrait qu'on réessaye, faire ça mieux peut-être. Après, nous on n'a peut-être pas eu la bonne démarche pour faire ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. En fait, c'est un vrai métier en fait d'aller chercher de l'argent, de démarcher des endroits, des mairies, de la région ou d'autres sponsors, des sponsors privés. En fait, c'est vraiment il faut. C'est un travail en fait. Il y a des gens, c'est leur métier en fait d'aller chercher cet argent. Par exemple, c'est mon métier à moi, donc je vois très bien ce que tu veux dire, parce que d'autant plus que souvent tu es passionné. Mais tu n'es pas forcément... Enfin, c'est plus facile pour toi d'y croire parce que tu es passionné, mais c'est difficile de faire croire à quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout les mêmes subtilités de langage, qui n'a pas du tout de la proximité au truc et qui voit une approche retour sur investissement. Ouais, en plus de ça, là où on n'est pas aidé, c'est que la FGC, c'est vraiment une niche. Yeah. Donc ça se développe un petit peu, mais nous, on ne propose pas ce jeu-là, mais avec Smash, on peut un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, on parle de Smash Bros par exemple à des mairies ou des gens qui connaissent pas du tout le milieu. Ils disent ah oui, Smash, il fait une petite recherche Google, il peut voir que Nintendo, ça aide en fait. Ouais, peut-être. Enfin, Nintendo n'aide pas, mais peut-être que le nom parle à plus de gens. Mais tu dis et ça fait moins peur. Aussi, ouais. Oui, parce que tu lui dis Mortal Kombat, il va c'est mort. Mortal, ouais, non. Et puis même, il tape 2-3 images, il voit un diagramme de colonne vertébrale pliée en deux, c'est fini. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'on n'est pas aidé par le fait qu'on soit vraiment un jeu de niche, quoi. C'est pas. Tu parles à Fortnite, League of Legends, peut-être qu'il connaît pas. Mais ah bah oui, mon gamin il joue à ça, donc potentiellement je sais que ça va intéresser des gens. Là tu lui dis jeu de combat, c'est tout de suite c'est un peu plus dur. Après des fois tu peux tomber sur des passionnés dans des mairies qui bossent ou dans des régions, des gens qui sont passionnés de l'e-sport ou dans des boîtes privées aussi. Il y a des gens qui démarchent et ils disent ah ouais ce serait bien qu'on fasse ça. Parce qu'ils ont joué à Street 2 quand ils étaient petits ou à Tekken ou parce qu'ils y jouent encore. J'ai l'impression qu'il y a quand même un essor du jeu de combat parce que on a plusieurs types de jeux de combat avec chaque communauté, plusieurs communautés qui se greffent autour. Donc on a une communauté Smash, une communauté Street, une communauté Tekken, une communauté Guilty, à part entière maintenant. Avant il y avait beaucoup de vases communicants parce que les jeux démarraient, il y avait les joueurs de Street 4 qui jouaient un peu à autre chose et les joueurs de Tekken qui jouaient un peu à autre chose. Maintenant j'ai l'impression que chaque jeu a réussi à quand même galvaniser une certaine communauté. Une base solide qui reste... après je pense qu'il y a toujours eu un petit peu ça, même à l'époque. C'est vrai que Street 4, ça a été vraiment une grosse masse de joueurs qui s'est un petit peu éparpillé à la sortie de Street 5 parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient un petit peu mécontents du jeu. Du coup, ils ont essayé de se rattraper sur autre chose parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à lâcher le délire de compétition le week-end. Tu sais, ironiquement, le fait que Street 5 ait eu les défauts qu'on lui reproche, ça a été bien pour ça a été bénéfique pour plein de général. Ouais, je pense, c'est clair. Hein. Des fois, il faut un petit cas d'école en mode voilà les choses à ne pas faire. À ce point-là. Grâce à ça, il y a Guilty qui a pris de l'ampleur. Je fais pas partie de ces gens-là qui crachent trop. Mais c'était surtout pour dire, est-ce que cet essor du jeu de combat, tu le ressens dans le dialogue que tu peux avoir avec justement ces annonceurs, ces sponsors, ces mairies, ces régions, tout ça? Ou pas suffisamment? Ouais, peut-être pas assez, ouais. Ok, donc ça va plus te reposer maintenant toujours sur la communauté, quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail avec la commu. Après, il faut que nous, on travaille avec elle pour essayer de dynamiser le truc. Que vraiment, on montre aux gens que on existe, il y a une scène qui est là. Et il y a des gens qui en veulent, quoi, tout simplement. Et par rapport à ça, par rapport aux commus, est-ce que ça régit aussi vos choix de jeux? Parce que comme on en parle, vous proposez pas de Smash Bros, mais la communauté Smash Bros reste grosse, donc est-ce que ça serait pas une addition En fait, nous, à notre échelle, je pense que déjà on n'a pas les épaules pour organiser un major Smash Bros. Parce qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas la connaissance.
Et en plus de ça, en fait, donc nous, l'association, en fait, la dose, elle est basée à Epitech, à l'école Epitech Lyon en ce moment. Et dans cette école Epitech, en fait, il y a une association qui s'appelle GameTech. Donc on travaille un petit peu en collaboration avec eux. On les aide sur certains events. Ils sont venus nous aider au mix-up, par exemple. Et eux, ils font leur... en fait, on fait un monthly tous les mois. Donc le samedi, eux, ils font leur event Smash Bros. Et nous, on fait l'événement le dimanche. Donc en fait, nous, on travaille déjà un petit peu avec une association qui organise du Smash sur Lyon à grosse échelle. Parce qu'ils ont fait le Colossal cette année. Donc nous, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment... après le jeu, il y a des joueurs, donc peut-être que si on proposait un deuxième tournoi sur Lyon, ça fonctionnerait, sûrement. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que... faut avoir une salle en fait. C'est bien, on va faire 600, 700 joueurs en faisant notre tournoi FGC. Et de l'autre côté, on va proposer Smash Bros. Avec peut-être l'appui de GameTech. On va faire 300, 400, 500, 600, je sais pas. Mais du coup, tous ces joueurs, il faut les caser quelque part. Et là, du coup, c'est encore l'argent qui revient. C'est soit une plus grande salle, soit... Et du coup, cette idée pourrait être bien, non, d'avoir un sort de mix-up fusionné au... À l'heure actuelle, je ne sais pas, en fait. Je sais pas si on pourrait... parce qu'à l'heure actuelle, le tournoi Smash Bros, il existe. Il fonctionne très bien. Cette année, ils ont fait quasiment 1200 joueurs, il me semble. Eux, ils ont vocation peut-être de choisir quelque chose de plus gros, mais est-ce que nous, on aurait suffisamment à leur apporter en fait pour faire un crossover en se disant on va prendre une grosse salle qui coûte très cher, on va partager le truc à 50-50, mais eux ils vont ramener 1200 joueurs, nous par exemple on va peut-être en ramener que 800. Je sais pas si on pourrait... après on est toujours ouvert à la discussion pour ce genre de choses, mais c'est pas encore dans les tuyaux pour l'instant. Et toi, avant de te lancer dans, on va dire, dans l'événementiel, la gestion d'événements, est-ce que tu avais une formation particulière ou c'est des trucs que tu as appris sur le tas? Non, pas du tout. Non, c'est comme beaucoup, je pense, c'est vraiment c'est appris sur le tas. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un sacré boulot, quoi. Et au final, ça t'a donné peut-être envie de te lancer dedans à titre personnel? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc on va voir. Après, on va essayer de continuer sur notre lancée, essayer de pérenniser la chose et peut-être, ou sûrement, on va essayer de créer des opportunités pour pouvoir peut-être se professionnaliser là-dedans, pourquoi pas. Et après, voir ce qui va se passer. Là, tu dis on et professionnaliser, c'est à titre individuel que tu parles ou la dose qui peut-être pourra changer de fonctionnement? Le but du jeu, en fait, c'est de rester un petit peu avec notre équipe. On n'a pas envie, on n'a pas envie de se lâcher entre nous, quelque part. Donc on aime bien bosser entre nous, on s'entend très bien. Et après, c'est sûr que notre rêve, ce serait d'être payé pour pouvoir faire ce qu'on fait. Ça, ce serait fantastique. Mais on verra. De toute façon, les opportunités, il faut les créer, elles n'arrivent pas toutes seules. Ça peut changer parce que pour l'instant, vous êtes une association. Le jour où vous allez par exemple changer de statut à votre équipe et passer en entreprise, les attentes seront plus les mêmes. La manière de demander quand il va falloir remplir des deadlines ou quelque chose comme ça sera plus la même pression. Donc est-ce que... Potentiellement, je sais pas. Après, j'estime qu'on est déjà assez pro en fait dans notre façon de travailler. Donc on essaye d'être le plus carré possible parce que c'est quand même une grosse équipe, c'est une grosse machine qu'il faut faire tourner. Donc même si on est une asso, il faut quand même être le plus pro possible à notre échelle. Donc après, je ne sais pas, il faut... C'est un débat qui est en cours ou pas du tout? On en parle un petit peu, parce qu'on parle pas mal de l'avenir du coup du mix-up en ce moment, après l'édition qui vient d'avoir lieu. Donc peut-être que sur les années, ça va pas se faire du jour au lendemain forcément, on peut pas dire ça y est on est pro, on crée une boîte, des salariés, tout ça. Donc peut-être sur les années à venir, potentiellement oui, on va peut-être créer une entreprise pour organiser un mix-up et d'autres événements, parce qu'après c'est aussi assez compliqué de démarcher des sponsors et leur dire de te financer à l'année juste pour faire une seule chose, tu vois. C'est vrai. Genre à Rennes, ils font Stunfest, mais derrière, la boîte qui bosse avec 3-Hit Combo, ils organisent d'autres choses aussi dans la ville. Comme l'UFA avec Ncover, c'est ça. qui Je pense organise qu'il plein de faut choses. avoir plusieurs événements pour pouvoir survivre, quoi. Ouais, c'est ça. Et au niveau de la gestion des équipes, dans le côté associatif, souvent, après je demande, j'en sais rien, je me dis, est-ce que ça peut être difficile de... Comment dire ça? C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, le gars il a un salaire, il est payé, il faut qu'il fasse son taf, tu vois. Je veux dire, il y a une incentive qui est assez directe. Dans l'associatif, ça fonctionne à l'huile de coude et à la motivation. C'est ça. Comment gérer ces aléas humains? Non, pardon. Non, vas-y. Non, parce qu'en fait, je voulais dire, au final, quand t'as ton salaire, ça te fait un peu cette pression. Exact. Alors que là, lui, du jour au lendemain, il peut partir, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il faut... Parce qu'il y a beaucoup d'assos qui ont dit que c'est un véritable problème. Ouais, non, mais c'est clair. Après, il faut... En fait, les mecs qui vont bosser avec toi, il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'ils vont être payés en passion, tu vois.
Ils sont payés en exposition aussi. C'est ça, ouais, on va vous donner de l'exposition pour votre travail et beaucoup de passion en fait. Ouais. Beaucoup de passion par mois. Ah, le compte passion, il est plein. Mais c'est ça. Non, après, avant tout, nous, quand on fait notre recrutement, en fait, on recrute pas comme ça à la va-vite. Généralement, les gens, souvent, on se fait une petite soirée, on les emmène au bar, on discute bien et tout, on leur explique un petit peu notre projet, comment l'association fonctionne, qu'est-ce que les gens sont prêts à donner, parce que tu peux être staff de l'asso, mais t'es pas obligé forcément de t'impliquer dans tous les projets. Des fois, on fait des prestations, on fait le mix-up. On fait l'X-Street Battle, mais si t'as juste envie d'être staff, aider pour l'installation et le rangement pour les rankings et après jouer tranquillou, t'as le droit aussi, c'est des bénévoles, on peut pas leur imposer ça. Et après on a cette base dure en fait qui travaille main dans la main pour tous nos projets. Et après c'est des potes en fait, c'est juste ça, on est tous potes, on adore travailler entre nous, on aime bien se voir et du coup ça devient une excuse. C'est ça, on vient pour l'événement. On aime bien organiser ça, on kiffe la commu et on kiffe bosser ensemble. Il y a une fierté personnelle d'y arriver quoi. C'est ça. Oui, c'est toujours un plaisir de toute façon quand tu organises quelque chose, de voir que les gens aiment, les gens qui travaillent avec toi et qui t'aident à organiser ça, qui prennent leurs pieds, c'est fantastique. Te concernant, je te demandais si tu voulais en faire une activité aussi au niveau personnel et professionnel. Mais aussi, est-ce qu'il y a des gens pour qui ça a été un stepping stone, par exemple, qui sont venus dans l'association, qui ont pris le mic pour faire du commentaire, qui aujourd'hui en font une activité soit principale ou secondaire au niveau professionnel. On a le cas, par exemple, de Flo Sama. Flo, c'est une success story aussi. C'est peut-être pas le seul exemple, mais c'est vrai que Flo, il a commencé, il a créé l'asso avec quelques membres, et ils ont grossi petit à petit, ils ont proposé des events de plus en plus gros, il a fait beaucoup de relationnel avec tous les sponsors, les éditeurs, donc il a eu un bon carnet d'adresses, et au moment où il y a eu un poste qui s'est libéré à Bandai Namco, il a passé tous les entretiens et il s'est servi de tout l'XP qu'il a pu accumuler parce que lui aussi il n'était pas dans le milieu, il n'a pas forcément fait des études pour ça, mais il s'est préparé comme un malade, il s'est servi de tout ce qu'il avait, toutes les connaissances acquises pendant les tournois, les organisations, les voyages et tout. Et du coup ça a été un tremplin pour lui, et il y a des gens qui ont fait des études pour ce job là et qui l'ont pas forcément eu parce que il s'est mieux préparé et il a réussi à convertir en fait. C'est ça le truc dur, c'est de convertir l'expérience que tu as en pas en diplôme mais en expertise. Ouais, c'est ça. Merci. Faire valoriser. Et après dans l'asso peut-être on a des membres on en a quelques-uns, ils vont essayer un petit peu de step up, monter que ce soit dans de la prod, ce genre de choses. Exact, c'est très important ça. Ça fait de belles success stories et puis ça agrémente la paye. Il y a de la passion et il y a de la professionnalisation aussi. Au début tu commences, tu viens aider pour les tournois. Après, que ce soit en tant que staff ou en tant que caster par exemple, moi j'ai fait un peu de cast à une époque. Au début tu vas au tournoi, après tu vas de ta poche et tout, après tu commences à être invité, donc tu payes plus l'entrée, après ils te défraient, après peut-être ils te payent l'hôtel, et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est fait pour tout le monde je pense. Ken Bogart quand il a commencé, le mec qui faisait tous les tours de la Terre avec sa valise et son matos, et il y a beaucoup de régisseurs, c'était le cas aussi. Ils venaient avec leur PC, ils streamaient, et puis petit à petit on les a appelés pour streamer, après on les a payés. Et il y en a certains, ils réussissent à en vivre et c'est fantastique en fait de pouvoir convertir cette passion en travail. Et que ça reste encore une passion aussi. C'est clair. Ça c'est important. Ça c'est un aspect que tu viens de dire, enfin on en a parlé en coulisses, que tu viens de rappeler, c'est le côté, comme tu disais, passion. Est-ce que toi, maintenant que tu es passé de l'autre côté en event organizer, tu gardes quand même cette passion en tant que joueur? Ouais, bien sûr, parce que en fait si tu as pas cette passion en fait, c'est pas possible d'organiser. En fait, déjà, si tu fais de l'associatif et que t'es pas passionné par ça, c'est dur. C'est compliqué. T'en fais 1 an, 2 ans, et j'ai rarement vu des gens. Des fois, on en a, ils nous rejoignent, ou même dans d'autres assos, c'est toujours le cas. Ils ont des nouveaux membres, ils bossent un petit peu pendant quelques mois, et puis plus tu avances dans le temps, moins ils viennent, parce que c'est pas leur truc, tout simplement. Et donc à partir du moment où tu perds la passion, en fait, faut pas te forcer. C'est juste, il faut que ça reste un plaisir. Si c'est plus un plaisir, au pire finis l'année en cours et après c'est pas grave en fait, faut parler en fait, faut qu'il y ait de la communication. Si t'as envie d'arrêter, c'est pas un souci en fait, t'es staff, t'es bénévole, tu fais pas ça pour l'argent. Donc à un moment en fait on va pas te reprocher en fait de plus avoir envie. Le seul truc à la limite qu'on pourrait te reprocher c'est de pas en parler et du coup que y ait une scission qui se crée, mais
un peu malsaine, tu vois. Oui, Il n'y a pas assez de communication. Oui. Tu dis, ah bah il a disparu, il fait quoi Ouais, il te lâche d'un coup comme ça. Ouais, c'est ça. Le backlash de l'ultime. Ouais, c'est vraiment communiquer. C'est de l'associatif en fait. Si t'as pas une bonne communication avec tout le monde, ça peut pas fonctionner. Quoi. Dans le jeu vidéo, quand tu es joueur et que tu as la passion, tu commences par un jeu, tu commences à toucher à d'autres jeux et c'est comme ça que la passion continue à être nourrie parce que tu vois, tu vas passer d'un street à un autre, tu vas passer de street à Guilty, tu vas peut-être tâter un peu Smash, des choses comme ça. Est-ce que toi, ça te donne pas envie de tâter d'autres types d'événements ? Je sais pas moi, dans les concerts, des choses comme ça, mais de rester dans l'événementiel pur et dur, quitte à sortir du jeu vidéo. Pas encore. Après, peut-être ça, tu te poses peut-être plus la question quand tu as envie de te professionnaliser là-dedans, peut-être. Oui. En te disant, il faut. C'est bien, là j'ai mes acquis, j'ai les contacts, mais peut-être que si je force un petit peu cette opportunité pour aller, je sais pas, par exemple faire du League of Legends, je vais peut-être m'ouvrir un plus grand carnet d'adresses, ce genre de choses. Après, si tu fais ça que pour la passion, je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'aller voir. Ça, c'est intéressant. Peut-être pas sortir du domaine du jeu vidéo, mais sortir du domaine de la FGC. Oui, par exemple. Là, je faisais pas le grand écart encore. Oui, ouais, parce que dans la musique, ça peut être assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup plus même d'événements pour pouvoir maximiser en expertise, quoi. Ouais, mais c'est ça, tu vas voir ça avec beaucoup des gens qui font de la régie ou de la photo, des gens qui vont être vraiment, genre t'as des photographes un petit peu officiels de la FGC que tu vas voir à chaque événement, et ces gens-là, des fois ils vont dire, ah bah non, c'est vrai que j'aimerais bien aller à cet événement, mais de l'autre côté, j'ai une autre grosse boîte qui me propose quelque chose que j'ai jamais fait, et si ça marche, potentiellement ça va être un client et je vais pouvoir mieux vivre de ce que je fais. Ouais. Donc des fois je pense qu'il faut faire des petits sacrifices. Puis après, de partout tu vas rencontrer des gens, donc ça se trouve tu vas rencontrer des gens fantastiques comme dans la FGC que tu kiffes, peut-être des gens encore mieux, ou des fois peut-être ça va clasher, et au pire c'est pas grave, tu le referas pas. Mais pour toi, t'es event organizer parce que e-sport? Non, pas trop. Ah oui? Non, pas trop e-sport, mais juste commu en fait. C'est commu, vraiment, oui, je veux dire, en dehors de la commu, dans cet environnement, c'est pas un truc qui te botte plus que ça, quoi. Pour l'instant non, on verra peut-être avec le temps. Ok. Et du coup, c'est officiel, tu es maintenant l'event organizer de toutes les mix-ups qui vont venir? Ouais, en fait, je suis passé event director en fait de. Event director. Ouais, c'est juste un titre. Mais on l'a mis en anglais pour que ça fasse mieux, tu vois. Ouais, grave, c'est comme tournament organizer, ok. C'est ça. Et du coup, j'ai repris les rênes en fait pour cette année en fait. Quand on a lancé en fait le projet du mix-up, du coup avec Flo, quand on l'a relancé, on a dit cette année on va faire un mix-up parce que il faut revenir un petit peu de ces 3 ans de pause. À un moment, il y en a marre. Fait mal, hein. Il faut qu'on remette le pied dedans. Et en fait, quelques semaines, quelques mois après, en fait, Flo il s'est rendu compte un petit peu il savait déjà un peu, mais qu'il avait plus le temps en fait. Ouais. Il avait plus autant de temps parce qu'il fallait qu'il se consacre vraiment à son travail chez Bandai Namco. Et du coup, il a fallu qu'on change notre façon de travailler. Et donc du coup moi je me suis porté volontaire pour reprendre le travail de Flo avec Clément aussi, qui travaille plus au niveau de la gestion des tournois. Et après moi j'étais plus en termes de l'organisation globale, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais après derrière il y a toute une équipe aussi qui travaille dans l'ombre. Oui. Évidemment qu'on n'est pas que deux. Les champions de l'ombre. Là-dessus. C'est ça, les gens qu'on ne remercie pas assez. Question un peu plus, entre guillemets, vicieux. Est-ce que le fait que l'ancien président de l'ADOS, on peut le dire maintenant, soit chez Bandai, il y aura un impact sur les mix-up? Est-ce que genre, je sais pas moi, Tekken et DB deviendront main game et Street 6 n'aura pas le lancement qu'il devrait avoir? Tekken déjà a toujours été le main event du mix-up. Ah, ça a déjà commencé, tu vois. Il faut savoir. Non mais vraiment, en fait, si tu veux, on peut repartir un petit peu de l'historique du mix-up. En fait, le mix-up à la base, c'était le Street Grand Battle. Oui. Donc, Street Fighter. C'est ça. En fait, le Street Grand Battle, pourquoi? Parce que le noyau dur de l'assaut, c'était des joueurs de Street Fighter. En fait, on n'avait pas de ranking Tekken, ça n'existait pas à Lyon, on n'en proposait pas. Donc, on a eu le Street Grand Battle en 2014, on en a refait en 2015. Et pour le Street Grand Battle 2016 qui a été annulé et qui a eu lieu en 2017, si je dis pas de bêtises, on a eu l'opportunité du coup par Flo du coup qui a vraiment mis les mains dedans dans le cambouis pour aller chercher des sponsors et des ligues également. On a eu l'opportunité du coup de host une étape du Tekken World Tour en Master Event pour le Street Grand Battle 2017. Sauf que tu vas voir Bandai Namco, tu leur dis bonjour, on aimerait bien organiser un Major Tekken 7 à notre événement. Ah oui, pourquoi pas, ça nous intéresse. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Street Grand Battle.
Du coup, déjà, le mix-up, ça vient de là, en fait. Le mix-up s'appelle le mix-up parce que l'événement s'est ouvert à d'autres jeux, dont Tekken. Et Tekken, du coup, qui est devenu le main event, parce qu'à cette époque-là, en fait, l'événement Street Fighter au mix-up, Street 5, c'était un ranking, alors que l'événement Tekken, c'était un master event. Oui. D'accord. Okay. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, je sais plus si c'est Akuma qui avait gagné cette année-là, ou si c'était arrivé en finale. Je crois qu'il avait fait la finale. À partir de ce moment-là, en fait, le mix-up, c'est devenu un incontournable Tekken. Ouais. Donc je pense que, et même en termes d'inscription, sauf peut-être 2019 où on était Capcom Pro Tour premier également, en termes d'inscription, Tekken a toujours été un petit peu au-dessus de Street Fighter 5. Et on a eu aussi beaucoup de chance, parce que toutes nos années sur Street 5 par exemple, on avait des finales qui n'étaient pas très intéressantes. Parce que c'était des matchs mirror à la con. Nekali la première année, Nekali dictateur la deuxième année, très chiant à regarder. Et à côté, en fait, t'avais Akuma en finale contre un Coréen. Ouais, donc là, il y avait plus de hype pour le coup. Donc, du coup, je pense que Tekken, maintenant, on l'assume plus, en fait, depuis que Akuma a gagné le mix-up, je pense. Mais Tekken, je pense que ça a toujours été le main event du mix-up. Malgré le fait que la plupart des staffs de l'assaut à l'époque, c'était des joueurs Street, c'était pas des joueurs Tekken. Mais même maintenant, on a des gros joueurs Tekken ou des membres comme Kip, c'est le parfait exemple. Il n'est pas joueur c'est pas un joueur Tekken, il a joué un petit peu, mais vraiment il joue quasiment pas en tournoi. Mais par contre, il s'investit énormément dans cette communauté. Et du coup, ça nous aide beaucoup à parler avec cette commu qui nous connaît et pérenniser ça, les faire revenir tous les ans et les gens ils kiffent. Comment va se passer la transition en 2023 avec les nouveaux jeux et les nouvelles consoles? Est-ce que vous allez passer sur PC ou vous allez rester sur PS4, passer sur PS5? Comment ça se passe? Alors, je pourrais pas te donner de réponse. C'est pas secret, tu vois, mais c'est juste qu'on est en train d'en parler en fait. Ouais. C'est en étude. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait une grosse réunion pour un débrief du mix-up et des autres events qu'on a eu ces derniers mois. Et ouais, c'est vraiment on est en train de se poser la question en fait pour les rankings, pour nos tournois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait quelque chose l'an prochain? Comment on le fait? Sur quoi on le fait? Avec quel jeu on propose? Parce que là, l'UEFA, ils ont fait un coup de maître sur le côté Street Fighter, parce que c'est sur PC. Ouais, c'est un gros risque qu'ils ont pris et c'est fantastique pour les joueurs. Je demande curieusement pourquoi c'est si difficile de faire des tournois sur PC? Parce que j'ai l'impression que le PC est plug and play aussi. Eh ben non. C'est pas plug and play en fait un PC. Ah bon? Le problème, c'est ça. En fait, le souci avec ton PC, c'est que même moi j'ai eu des galères à la maison, tu vois. Alors quand c'est ton ordi à toi, c'est un peu plus simple. Mais quand c'est un PC, déjà au niveau de la manutention, c'est un peu plus chiant. T'as un bousin qui est un peu plus gros, ça prend plus de place, ça coûte plus cher aussi. Et maintenant, t'as des PC industriels là qui. Après, il faut qu'ils fassent tourner les jeux quand même. 400-500, tu peux faire tourner le jeu. Je sais en pas. qualité PS4, c'est sûr. Ouais, oui, mais après, après, faut pas que tu aies de drop de frame, faut pas qu'il y ait de ce genre de choses. Tu vois. Il faut que tu aies des staffs qui connaissent aussi. En fait, la console, elle est très plug and play. Tu branches, ça fonctionne et c'est bon. Le PC, des fois, en fait, quand tu vas brancher un stick, en fait, ce qui est beau et ce qui est dangereux aussi avec la FGC dans les Open, c'est que tu as les joueurs, ils viennent. Et des fois, t'en as 30, t'en as 40, 50, 60, et ils ont tous des contrôleurs différents quand c'est pas des contrôleurs custom qui sont faits à la maison. Ouais. Donc déjà, tu sais pas comment l'OS de ton Windows il va réagir. Tu vas le brancher, il va installer les drivers, ça va marcher, ça va pas marcher. Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que ton staff il est qualifié si jamais un souci pour régler ça rapidement? C'est beaucoup de gestion en fait de faire un tour sur PC. Et c'est pour ça, moi je salue l'UEFA d'avoir eu les couilles un petit peu de faire ça, hein, parce que la commu en avait envie. Et c'est un gros challenge, hein, vraiment. Parce que moi je me dis, pourquoi je me dis aussi, je mets un point plug and play au PC, c'est que tu peux jouer avec du matos différent. Alors que sur PS4, je suis obligé de venir avec mon brook. Tu vois, et ça me pénalise, moi, joueur de manette Xbox. Ouais, peut-être. Après, tu sais pas comment tu sais jamais en fait comment le PC il va réagir, c'est ça. Hein. Et là, en plus, on l'a vu hier, je crois. Sur PC, t'as une grosse machine. Et t'as des mecs qui branchent leur téléphone pour les charger, tu vois. Ah bon? Ouais, et je crois qu'hier, il y a une carte graphique qui a craché en fait à cause de ça. Imagine, t'as un gars, il a un téléphone vérolé, tu vois, le branche sur ton PC. Permettre trop de choses. Et il flingue. Non, mais ça existe. Moi, une époque, il y a des gens, ils branchaient les téléphones sur les PS4 qui étaient pas dosés, tu vois, pour charger leur téléphone. Oui, pas dosés, ok. Sur une PS4, ça fait rien parce que le truc est bloqué, tu peux pas installer via un téléphone. Enfin, sur un PC, si ton téléphone il est bourré de virus, potentiellement fini. Ouais, tu briques le truc. Et le Steam Deck? Steam Deck, je sais pas, on n'a pas vraiment testé encore. On n'a pas testé encore.
purée, parce que ça fait cher de repartir sur des PS5. Hein. Ouais, ça fait un peu cher. Et ça fait un peu chier aussi. Parce que l'interface PlayStation, interface PS4, c'est pas ça. Et puis surtout, c'est pour avoir les consoles. Aujourd'hui, tu demandes à Sony Europe, Sony France, Sony UK de te prêter des consoles événementielles pour un événement comme l'UEFA ou le Mix-Up. Il va falloir que tu fixes les dates, que le parc de consoles événementielles il soit bloqué, il soit pas dans un salon par Games Week ou quelque chose d'autre. Maintenant, appelle Sony, dis-leur j'ai besoin de 120 PS5 pour mon événement. Ils vont te dire c'est bien mais on en a pas 120 en fait. Ouais, déjà. Je sais même pas s'ils ont stock, tu vois. Ouais. On t'en donne 5. C'est ça, c'est compliqué. Donc ouais, là vraiment la question se pose en ce moment à l'assaut. Est-ce qu'on investit dans des PC ? Est-ce qu'on achète des Xbox ? Voilà, justement, parce que revenir à la base, parce que Street Fighter 4 quand même était dosé sur Xbox 360 avant qu'on ait le 5 sauf à l'Evo, PS. c'était sur PS3. Ouais. Les joueurs étaient très contents d'ailleurs. Eux, ils sont bêtes, c'est leur problème. C'est qui est très ironique, bien sûr. Revenir à la bonne base de notre bonne brique verte qu'est la Xbox. Je ressemble à un PC maintenant. En plus d'ailleurs. Il va falloir qu'on... Ça, c'est les éditeurs qui vont le décider, principalement. Donc je pense que c'est Street Fighter 5 qui va donner Street Fighter 6, pardon. Il est pas sur Xbox. Il est pas annoncé sur Xbox ? Si, il me semble que si. Ah ouais ? Oui, Street 6, il sera sur toutes les plateformes. Oui. Ah bah écoute... Et puis après, on sait même pas, Street 6, ça se trouve, la version PS4 sera jouable. Aussi. On sait pas, j'en doute, mais... On a bien vu qu'il y a des portages PS5 qui marchent pas, tu vois. Et la commune n'a pas encore fait la transition. Bah aussi, les parce gens qu'il n'y a pas de console. la manette PS4. Il n'y a pas de console. Après, les manettes PS4 fonctionnent sur PS5, je crois. Ouais. C'est l'inverse. La manette PS5 fonctionne pas sur PS4, ouais. Ah oui. Non, mais la manette PS4, si les tours se passent sur PS5, tu peux venir avec ton contrôleur PS4. Oui, c'est pour ça que je veux dire, si tu fais sur PS4, c'est moins grave parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la transition et qui jouent sur manette PS5. Ouais, c'est clair. Donc il y en a plein d'ailleurs qui jouent sur PS5 avec la manette PS4. Oui. Encore aujourd'hui. Donc, c'est sûr. Après, quand tu vois le prix des manettes, en même temps, c'est normal. Ouais. Du coup, il y a encore 1 an de répit, on va dire. Ouais, je pense. Mais ouais, vraiment, à mon avis, ça va s'accélérer. Parce que là, vraiment, on est tous dans le flou. Personne ne sait. Est-ce que le choix doit venir des petites structures, des assos ou des super majors US, français, européens ou quoi que ce soit ? Ou est-ce qu'on doit attendre vraiment que les éditeurs ils fassent leur choix ? Parce qu'au final, l'éditeur peut aussi dire bah voilà, moi la console de tournoi, ce sera la Xbox et point barre. Ouais, par exemple. Il y a des choses qui sont imposées des fois. Bah oui, regarde Street. Street, c'est ça. Street 5 c'est imposé parce que Sony a poussé au cul Capcom pour sortir. Enfin là du coup, là on justifie un petit peu l'échec du lancement de Street. Ouais. Mais en fait Street 5 c'était powered par Sony. Oui. Pour les premières années. Et en fait ils ont poussé au cul en fait parce que Sony en fait finançait le Capcom Pro Tour en fait. En grande partie. Comme Red Bull l'a eu fait. Et en fait Sony n'avait pas envie de. En fait ils voulaient rempiler pour l'édition 2015 et peut-être 2016, je crois qu'ils étaient encore sponsors, mais à condition que le jeu sorte cette année. Ils voulaient pas refaire une année de CPT sur Street Fighter 4. D'accord. Du coup, c'est pour ça que le jeu est sorti un petit peu en anticipé. Potentiellement, on n'est pas sûr, c'est des bruits de couloir. Mais du coup, le jeu déjà c'était exclu PlayStation, donc forcément ça allait pas être sur le PC. C'est à cause de ça que j'ai pas acheté les Xbox moi. Oui, c'est à cause de beaucoup de gens. Après, ça a un peu aidé parce que du coup, ça a centralisé un petit peu. Tous les jeux, c'était sur PS4. Donc ça aide pas mal aussi. Si tu fais un tournoi, si tu as 4-5 plateformes différentes, ça commence à être compliqué. Ça a aidé pour des BZ, tous les jeux qui sont sortis après, au final, c'est devenu la plateforme. C'est Capcom qui a l'idée le truc et ça s'est fait comme ça. Et là, peut-être on verra pour Street 6, on verra ce qu'ils choisissent. Là, on n'en sait pas, on ne sait même pas la date de sortie du jeu. D'ailleurs, récemment, Capcom avait mis des règles pour pouvoir faire des tournois assez particuliers. Il faut leur reverser je ne sais pas quoi. Non. C'est compliqué. Non, faut pas leur donner d'argent. Il faut se déclarer en fait. Faut déclarer ton tournoi. Il fallait leur verser une partie des entrées. Non, ce que tu leur reversais, c'était tous les droits sur le contenu que tu produisais. Par exemple, si tu faisais un tournoi et que tu faisais une VOD, la VOD leur appartenait. Donc tu ne pouvais pas l'exploiter toi. Il y avait des règles assez Ouais, c'était des règles assez... C'était des règles vraiment... Après, ça a été revu, je crois. Les règles ont changé. Oui. C'est vrai que la première version, en fait, était vraiment pas encourageante pour la... Le Capcom Pro Tour, en fait, c'est un peu une aberration dans le monde de l'e-sport, tu vois. C'est pas vraiment de l'e-sport, le Capcom Pro Tour. En fait, c'est de l'e-sport, mais organisé par un monde associatif. C'est du branding. Ouais. C'est un truc de fou. Ils viennent mettre leur marque et ils prennent je sais pas quoi. L'Evo c'est quoi à la base? L'Evo c'est des assos c'est des mecs qui font ça dans leur garage, tu vois, à la base. Et en fait on organise un circuit e-sport, mais les 80% des étapes
le circuit en fait c'est organisé par des assos ou des communautés. En fait c'est un truc ultra communautaire. Et puis là t'es en fin de vie d'un jeu et l'éditeur il te sort un gros pavé qui met un gros doigt à la communauté des jeux de combat qui se démerde pour organiser quelque chose tous les ans. Donc, là, il y a eu un gros bad buzz là-dessus. Ah oui. C'est clair. Hein. Il y en a qui avaient trouvé déjà des moyens de bypass en se disant non mais c'est pas possible, ça marche pas ça. Ouais. Et là on verra, on va voir ce qu'ils font pour Street 6, mais on sait pas. Ils aident beaucoup aussi dans les événements Capcom ou Capcom, Sony éventuellement Sony, oui, ils peuvent te prêter du matériel. Après ça dépend les deals que tu as avec eux. Mais tu peux avoir du matériel de prêter, tu peux avoir de l'exposition. L'argent je pense pas trop. Pas en termes d'assaut en tout cas c'est mort. Il y a aussi l'avantage aussi quand tu as une société, c'est que quand tu demandes des fonds pour organiser quelque chose en tant que société, c'est pas pareil qu'en tant qu'association. Toi on te dit je suis une boîte pro et moi je suis une asso. D'accord, ça se trouve la boîte pro elle va faire de la merde. Mais, la boîte pro a plus d'avantages dans le privé. Techniquement t'es professionnel donc t'es censé savoir ce que tu fais. Alors qu'une asso les gars ils savent pas. Ils ont pas forcément le vécu. C'est vrai, il y a de la sensibilisation à faire. Ouais, un petit peu. Mais ouais, Sony, ils vont. Nous, par exemple, ils nous aident tous les ans là, pour le mix-up. Ils nous prêtent des consoles en fait. D'accord. Donc ça, c'est déjà bien en fait. Tu peux avoir des consoles qui sont mises à disposition. Après, t'as juste à installer les jeux. Donc ça, c'est les éditeurs. Les éditeurs, en général, ils vont te donnent le jeu. Oui, souvent c'est ça. Ils vont te donner des comptes ou des codes souvent. Ça dépend un petit peu des éditeurs et ça dépend aussi d'où en est le jeu. Si le jeu vient de sortir, souvent ils vont te donner des comptes. Après si le jeu est un petit peu en fin de vie, potentiellement ils vont te donner des codes pour l'installer sur tes comptes à toi. Mais ouais. Et qui sont les grands, on va finir là-dessus, on va citer les grands amis du mix-up. Donc si on doit acheter du matos, c'est vrai qu'il faut penser d'abord. Je crois qu'il y a eu Hitbox en grand ami du mix-up. Alors déjà les grands amis du mix-up, c'est les assos qui nous aident. Moi je fais un petit clin d'œil quand même à nos frères qui nous aident, les gars de Grenoble. Ils ont des noms. On a plein d'assos qui nous aident. Donc il y a BitBy38 qui sont là depuis le début. Salut BitBy38. On a l'association G2L2 qui organise des événements rétro. Sur des jeux de plateau, jeux en tout genre. On a GameTech du coup qui fait Smash à Lyon. Salut GameTech. On a Smash Grenoble, on a Tekken France. Salut Smash Grenoble, salut Tekken France. Peut-être que j'en oublie une ou deux, mais voilà, on a beaucoup d'assauts en fait qui nous aident à organiser ça. Salut la commu. Ouais, c'est ça. En fait, sans cette commu, on pourrait pas vivre comme ça. Enfin, on pourrait pas proposer ce qu'on propose à l'heure actuelle. Et après, en termes de sponsors, Bandai Namco en fait qui nous soutiennent depuis le début du mix-up. Salut Bandai Namco, je vais le mettre à Tekken 8 juste pour ça. Ils nous font confiance en nous offrant une place dans la ligue en fait du Tekken World Tour. Et après en termes de sponsors purs, on a Astro. Salut Astro. Astro, un gros sponsor du mix-up cette année qui a permis d'avoir des mix-amps et des casques. C'était stylé. Ça c'est un must-have en fait. Mais c'est venu petit à petit. Ça au début les joueurs ils avaient pas de casque. Après ils ont dit ce serait cool, les gens, on a commencé à proposer dans les tournois des petits Y là, des doubleurs branchés sur l'écran pour brancher ton casque. Après il y a eu des mix-amps pour avoir un son de meilleure qualité. Et là on arrive à trouver des sponsors casques pour fournir du matériel pour les régies, pour les scènes et pour les joueurs. Ça c'est fantastique, du coup Astro il nous aide pas mal. On a eu Hitbox qui nous a passé un peu de matos. Hitbox, je vais le mettre au Hitbox aussi. La triche. Mais ça c'est un autre débat encore. Ça sera pour le podcast. Dès qu'ils soutiennent, ce n'est plus la triche. C'est des remerciements. C'est de la reconnaissance. Merci de soutenir nos résultats en tournoi. Voilà, je joue Hitbox parce que je soutiens la commu. C'est bien. Et ensuite on a... Et après on a fait un petit tour sympa. Après en fonction des années, après il y a des éditeurs qui sont présents ou non, s'ils ont des ligues en cours, ce genre de choses. Des fois il y a Capcom, des fois on va voir Koei Tecmo avec DOA, ce genre de choses. Voilà. Mais ça va varier d'année en année. On a Riversal aussi, je les ai un petit peu oubliés. Cette année on a eu Riversal et NSXC du coup qu'on a accueilli pour la première fois à l'événement. Donc NSXC qui nous a beaucoup aidé pour fédérer un petit peu la commu de Dragon Ball qu'on a perdu à Lyon. Il n'y a plus trop de commu Dragon Ball à Lyon. Du coup, la présence de White Black et Fashno nous a aidé à fédérer un petit peu cette commu et à ramener des joueurs. No Soul X comportement. C'est ça, les No Soul. Et Riversal du coup qui nous ont aidé à gérer une scène et un stream intégralement. Donc eux ils nous ont beaucoup aidé. Et il y avait aussi un podcast dans le coin là-bas, je me souviens. Je sais plus, c'est le I quelque chose. Un podcast, je sais plus. Ils ont fait le bordel pendant 4 heures, c'est ça. C'est eux.
On les entendait jusque dans la grande salle, je crois. C'est clair. Sur le stream, Il a t'avais fallu le les retour. dégager même. Hein. Je te jure. On est resté jusqu'à la fin, tu sais. La sécurité qui les a jetés. Je te jure. Non, en tout cas, c'était excellent et j'aime bien le fait que tout le monde travaille ensemble comme ça, Riversol, et que tu sois présent aussi aujourd'hui à l'UFA. Il y a une bonne synergie dans la communauté. Ouais, on essaye. Hein, il faut qu'on travaille main dans la main en fait, que les events s'entraident en fait, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Je pense qu'on a aussi des choses à leur apporter, potentiellement peut-être un jour de l'arcade à l'UFA. On sait pas, on croise les doigts. À Rétro UFA. Rétro UFA. Enfin, Rétro UFA, mais ouais, une petite zone comme on a pu proposer au Mix-Up, pourquoi pas, on verra, mais ouais, on va essayer de travailler sur des choses pour qu'on puisse faire travailler ensemble. Ouais. D'ailleurs, en parlant de synergie, de travailler ensemble, comment ça se passe avec la nouvelle génération? On va finir là-dessus. Hein. Comment ça se passe par rapport à la nouvelle génération? Est-ce que la relève est assurée dans la commu à Lyon? Pour les joueurs, les orgas? Les deux. Les deux Tu sens le renouvellement au niveau des joueurs? Tu sens que la relève va prendre le relais sur l'organisation aussi? Je sais pas, franchement je sais pas encore. Ah. Nous, à Lyon, on est un petit peu en restructuration. On a envie de redynamiser un petit peu nos rankings parce que en fait au niveau des jeux arcade, tout se passe très bien. La commu elle grossit un petit peu, c'est fou. Les jeux C'est toujours des anciens ou il y a des nouveaux quand même? Ben il y a des deux en fait. Il y a des deux. Le jeu il a plus de 30 ans et on a encore des nouveaux joueurs qui viennent. Ça c'est fantastique. Et on les bichonne parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent. Et des nouveaux jeunes ou des nouveaux? Des deux. Ok. On a un peu de tout. En général, bon, c'est rare qu'il y ait des nouveaux joueurs de moins de 20 ans, tu vois. Ouais. Mais des fois, ouais, on peut avoir des mecs de 20, 18 ans. Ça nous arrive de temps en temps. Et après, ouais, nous, niveau console, on est un petit peu en perte de vitesse parce qu'on a un petit peu délaissé la scène de notre côté. Après, les jeux qui sont en fin de vie, ça n'a pas aidé, le Covid, tout ça. En fait, il y a plein de raisons qui ont fait un tout. Et ouais, on va essayer de redynamiser la scène pour pouvoir un petit peu augmenter un petit peu le pool de joueurs et ouais, chercher du sang neuf. Ça c'est un peu l'objectif. Ça c'est bien. En plus de réussir à attirer du nouveau joueur, en plus jeune, sur du jeu arcade, je pense qu'ils viennent pas que pour le jeu, ils viennent pour l'ambiance. Ouais, mais c'est ça. Hein. Mais, alors il y a beaucoup de joueurs qui sont mis à l'arcade justement, parce que y avait tous les tours à console sur les côtés. Et du coup, nous, on a toutes les bornes d'arcade qui sont au milieu de la salle. Et en fait, t'as des vieux cons qui sont en train de gueuler sur un jeu qui a 30 ans. Et du coup, les mecs, ils se sont dit putain, mais ça a l'air cool. En plus, c'est l'arcade, c'est bien, tu viens les mains dans les poches, le stick, il est déjà dessus. Et ils se sont dit putain, mais je vais essayer en fait, parce que ils ont l'air trop s'amuser, tu vois. Et c'est bien parce que ces mecs, ils essayent. Et il y en a vraiment, c'est devenu des piliers de la commu. Online, il y a des gens de l'arcade sur Fight Cat 2, je sais pas si tu as joué un petit peu. Il y a des mecs, ils ont codé des training modes sur Fight Cat 2. Il y a un type, il a bossé, il s'appelle Asunaro, c'est un mec fantastique. C'est un gros joueur de Blanca. Il a bossé sur la frame data de Street Fighter 2X. Et maintenant, tu as la même chose que dans Street 5. C'est-à-dire que tu as une barre en fait de frame. Et genre tu sais que les coups, combien de temps ça va sortir, combien de temps le startup actif. On a bossé longtemps vu que la frame est assez hasardeuse. C'est ça. Et en fait, ouais, t'as des mecs qui se donnent et ces gars, ils sont super jeunes et c'est fantastique en fait. Ah ça c'est plus que de la relève. Ah ouais, non mais là c'est en fait c'est le patrimoine. Les boosters de commu. C'est un trésor de patrimoine en fait que tu préserves en fait en faisant ça. C'est fantastique. Oh, mais voilà, ouais. On va essayer de venir les chercher. Bichonner la commu, ouais. Compte sur eux, hein. Venez renforcer les troupes de toutes les manières possibles. Booster de commu, faites partie, renforcez le patrimoine. Venez, il y a de l'ambiance, il y a du bon jeu, il y a du niveau, de plus en plus de niveau. On a des joueurs comme Crimson et TKR. Donc Lyon commence à concurrencer même Paris, voire l'Europe. Hein. Le monde, hein. Crimson, c'est un peu le meilleur joueur du monde. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas un peu, c'est actuellement, oui. Ouais, mais j'essaye de pas trop. Au cas où il y a des Américains qui nous regardent, tu vois. Quand il y a des fleurs, faut les donner. Une grande personne m'a dit ça. Jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais si vous ne partez pas sans laisser. Voilà. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Donc c'est important d'avoir un peu plus d'éclaircies sur le futur du mix-up, parce que c'est un événement moi qui me tient à cœur. Et juste parce que au-delà du fait que ce soit un gros événement, que ce soit bien porté, j'aime bien le fait que ce soit porté par des gens passionnés. Tu vois. Ça montre encore qu'il y a cette facette-là qui est développable. Parce que c'est un des derniers Mohicans en fait. Ouais, un petit peu, c'est vrai. C'est pas entièrement faux. Donc c'est important de le voir. C'est même assez vrai. Ça résiste. C'est ça, ouais, on va essayer. Là, on fête notre 10e année là, donc on va essayer de repartir pour 10 ans de plus. Hein. On va voir. On crase les doigts, c'est ça. Merci à toi en tout cas, c'était IZOO-DW en direct de l'UFA. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. Et si moi c'est DW, lui c'est W. Allez, ciao ciao. Ciao.
Nickel.